Ils ont tous un point en commun, la sécurisation de leur localité afin que leur population puisse vivre dans la paix. Nous parlons lutte contre le terrorisme avec des ressortissants de communes en proie aux attaques armées. Je vais sans plus tarder vous présenter les invités qui vont procéder aux échanges lors de ce débat. Et je reçois Abdoulaye Boina, il est le secrétaire général de l'association des ressortissants de la commune de Kelbo dans le Soum. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Nous disons également bonsoir à Bassirou Badjo, il est le porte-parole des ressortissants de la province de la Kompienga dans l'est du Burkina. Bonsoir. Bonsoir madame. Et aussi bonsoir à Bouraïma Talatou Maïga qui est le porte-parole de la coalition des ressortissants de Marcoy dans l'Oudalon. Bonsoir madame. La situation sécuritaire, il convient de le rappeler, continue de se dégrader de jour en jour. Le 8 avril, 12 militaires et 4 VDP sont tombés dans une attaque du détachement de Namsigia dans le centre-nord. Un nouveau coup dur pour l'armée nationale qui reste malgré tout déterminée. Bassirou Badjo, comment est-ce que vous avez accueilli cette énième attaque ? Bon, c'est avec un pincement au cœur que j'ai accueilli cette nouvelle. Voilà, quelques jours après la sortie du président, où en tout cas des paroles confortables étaient sorties qui pouvaient quand même rassurer. Et c'est vraiment un coup très dur. Un coup très dur. Alors, le président a tendance à dire que ceux qui nous attaquent sont des nationaux. La question qu'on est à même de se poser, est-ce que du côté de la Kompienga, justement, les assaillants, est-ce qu'on connaît qui attaque le Burkina dans cette localité? Ben, tout ce qu'on sait, ce sont des personnes, ce sont des gens qui connaissent la localité. Et voilà, ce sont des gens qui sont bien préparés, qui ont eu tout le temps d'investir les lieux. Bon, on peut dire que ce sont des Burkinabés parce que ce sont des gens qui parlent les langues courantes dans la localité. Ils parlent le Goumanchema, ils parlent le Fulfulde, ils parlent le Moré. Donc, on peut déduire que ce sont des natifs. Bon, peut-être de la localité qui se sont radicalisés. Alors, Bouraïma Maïga, vous êtes porte-parole de la coalition des ressortissants de Marcoy. Je rappelle qu'il y a pratiquement 2 semaines, vous étiez face aux hommes de médias pour lancer un cri de cœur. Est-ce que du côté de Marcoy, la situation a fondamentalement changé depuis lors? Non, il faut dire que c'est le samedi surpassé que nous avons fait la conférence. Mais en tout cas, pour l'instant, la situation n'a pas fondamentalement changé parce que on a fait la conférence le samedi et déjà le mardi suivant la conférence, voilà, dans l'un des villages, notamment d'Ambam, un habitant a été abattu dans les encablures du village. Et lors de la conférence, on avait parlé aussi des 2 habitants de Marcoy qui avaient quitté Marcoy pour Takabangu, qui étaient portés disparus, qu'on pensait qu'ils étaient enlevés. Il y a 3 jours de cela, on a quand même retrouver les corps de ces 2-là. Donc c'est pour dire que jusqu'à présent, en tout cas les villages sont cantonnés dans leur espace, que ce soit Dambam, que ce soit Takabangu, que ce soit Marcoy. Les populations ne peuvent toujours pas sortir, en tout cas au-delà de 1 km sans rencontrer en tout cas ces individus qui aujourd'hui, sans autre forme de procès, voilà, dès qu'ils croisent quelqu'un, ils les exécutent la personne sans autre forme de procès. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore constaté un changement notable pour l'instant. Alors, il est souvent fait cas de sabotage des lignes de communication ou même de l'eau. Est-ce que vous rencontrez également ces mêmes difficultés du côté de Marcoy? Oui, pour les réseaux, ça c'est permanent. Même à l'instant T, on ne peut pas joindre quelqu'un dans la zone. Il y a des heures, surtout dans l'après-midi, quasiment chaque soir, les réseaux disparaissent. Et aussi, il y a le problème des voies minées. Voilà. Et la semaine passée même, il y a un véhicule qui quittait le Niger qui a sauté sur une mine. Donc, en plus des réseaux de communication mobile, voilà, il y a la voirie aussi qui est un problème, voilà, dont l'accès est difficile. Voilà. Donc, bon, pour le cas de l'eau, on n'a pas encore signalé un cas de sabotage d'eau à Marcoy, mais pour ce qui concerne les réseaux, oui. Et qu'en est-il de Kelbo?
Merci madame. Je vous dis merci d'abord pour encore cette occasion que vous nous donnez pour lancer notre cri de cœur et notre appel au secours. Pensée pieuse également pour les familles endeuillées depuis Nam-Sigma. Alors depuis notre conférence de presse il y a environ 14 jours dimanche, il y a 14 jours qu'on a fait la conférence de presse. Alors ce qui a changé fondamentalement, c'est que on a eu un ravitaillement de 140 sacs, 7 tonnes de vivres qui ont été amenés par l'hélicoptère en 3 voyages. Et 140 sacs de 50 kilos pour une population d'environ, on dirait, autour de 20 000 actuellement, 20 000, 25 000, puisque, oui, à Kelbo, puisque, en fait, les femmes continuent de sortir. Chaque jour, il y a au moins une cinquantaine de femmes qui prennent la route, soit pour aller à Kongossi, à travers justement la voie de Nam-Sigma qui a été attaquée, soit pour aller à Barsalro, pour continuer à Kaya. Et donc, c'est à travers des chemins, mais elles sont obligées de sortir parce qu'il n'y a rien à manger. Donc, en dehors de ce ravitaillement-là, absolument rien n'a changé. Vous parlez donc de réseau téléphonique, ça fait environ 2 mois. On n'a pas pu appeler quelqu'un à Kelbo. Donc, les gens sont cantonnés exactement comme à Marcoy. Ils ne peuvent pas sortir. 1 km, 2 km, c'est pour rencontrer les Ani. Donc, ce blocus continue. Kelbo qui est totalement isolé de la province. Kelbo qui est totalement isolé du pays, on va dire. Parce que si c'est la province du Soum, là, ça date de longtemps. Ça date de très longtemps, cet isolement-là. La voie Kelbo-Guibo a été pratiquée, ça vaut 2 ans. Voilà, c'est la seule voie qui restait, c'était la voie de Kelbo, Barsalro, Kaya. Et c'est ça qui est bloqué depuis juin 2021. Voilà. Alors vous parlez de 7 tonnes venues en 3 voyages par hélicoptère pour 20 000 personnes, environ 20 000 personnes. Oui, les femmes qui arrivent à quitter, quand elles arrivent à Barsalro, elles appellent et c'est comme ça qu'on a les nouvelles. Et elles nous ont dit que quand ces sacs-là sont arrivés, on a essayé de répartir. On a fait à peu près 4 boîtes par ménage. Un ménage qui peut contenir 20 personnes et plus. Donc ça c'est pour 2 jours. Je vous rappelle qu'avant ça, le seul céréale qui était dans la localité, c'était le sésame. Le sésame, c'est pas un céréale, un oléagineux. Et c'est avec ça, on combinait avec la farine du rognier pour faire du couscous pour ceux qui peuvent en consommer. Alors la situation que vous décrivez est véritablement catastrophique. Oui, on peut le dire. Et nous n'avons pas entendu, je dis que c'est la femme qui nous donne les nouvelles, nous n'avons pas entendu des décès massifs, mais nous pouvons imaginer qu'il y a des décès. Parce que quand on a fait la conférence de presse, c'est parce que l'armée avait permis à ce que 3 personnes viennent à Ouara avec l'hélicoptère pour nous rendre compte de vive voix de ce qui se passe. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'il y a des gens qui sont couchés et ils sont malades, il n'y a pas à manger, ça vaut 3-4 jours. Aucun centre de santé fonctionnel. Aucun centre de santé fonctionnel, le CSPS est fermé. Enfin, le CSPS était géré par des volontaires locaux, mais il n'y a aucun produit. D'ailleurs, c'est un des gérants du dépôt qui a suivi l'hélicoptère pour venir. Donc le CSPS ne sert absolument à rien. Donc c'est cette situation-là qui est là, vraiment dramatique. Et chaque jour qui passe, nous on ne sait pas ce qui se passe. Il y a combien de morts, on ne sait pas. Est-ce que les gens ont survécu, on ne sait pas.
Alors, allons à présent du côté de l'Est du Burkina, où le 20 mars, 13 soldats avaient été tués dans la localité de Natiabouani. Alors, Bassirou Badjo, la région de l'Est est devenue un no man's land, comme le disent certains analystes. Oui, la région de l'Est, c'est vraiment une occupation. On peut dire qu'elle est quasi totalement occupée par les personnes qu'on a appelées personnes armées non identifiées. Et quand j'ai appris la nouvelle, vraiment j'étais sidéré et je me demandais pourquoi est-ce que nos FDS ont pris ce risque. Voilà, ils ont pris ce risque de prendre l'axe Fada-Pama qui a, avant même le blocus instauré par les ANI qui ont empêché à toute personne de rentrer dans la ville de Pama, la route était pratiquement très difficile à emprunter, avec plusieurs fois des FDS qui sont tombés dans les embuscades parce que ils ont travaillé à donner la latitude à ces hommes armés-là d'occuper largement la voie. Et il y avait la dégradation même déjà de la RN18 qui est une partie de la voie qui va jusqu'au Bénin. Donc la route était très dégradée et elle a laissé libre choix aux terroristes de mettre les mines comme ils veulent. Donc la voie est vraiment très dangereuse avant même que les ANI-là ne passent à une vitesse supérieure en empêchant à toute personne d'entrer et de sortir de la ville de Pama. Mais quand vous dites qu'ils ont laissé libre choix, on a l'impression que c'est volontaire alors que peut-être ce n'est pas le cas. Oui, parce qu'on a vu plusieurs opérations militaires qui ont été menées dans l'Est également afin de pouvoir neutraliser ces personnes. D'autres ont produit des résultats et peut-être que des opérations sont toujours en cours. Oui, nous avons tous vu l'opération Otapouanou, nous avons tous félicité l'action des FDS, l'action des autorités après Otapouanou. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Otapouanou? Ils sont venus, ils ont fait l'intervention, certaines populations ont pu rejoindre leur localité, notamment Kabonga, la zone de Kabonga et peut-être un peu devant Kompiembiga. Dans la localité de l'Est, il y a plusieurs localités, il y a plusieurs personnes qui ont pu rejoindre leur localité. Mais après ça, il y a eu un vide et ça a permis à ces hommes-là de revenir. Sinon, Pama, qui est la capitale de la province de Kompienga, n'allait pas être aujourd'hui coupée du reste du Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, quand vous interrogez nos populations que nous arrivons à avoir rarement à travers le réseau Tegocel, c'est l'inaction des forces de défense et de sécurité, il faut le dire comme ça. On pourrait penser que c'est un sujet sensible, mais l'inaction des forces de défense et de sécurité est beaucoup décriée. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'exactions, il y a beaucoup de sorties de ces hommes armés non identifiés là, souvent même à proximité des camps, mais sans intervention. Donc on ne peut que taxer d'inaction ou quelque chose on ne fait rien en fait. Ouais. Alors restons toujours dans la région de l'Est. Prenons le cas de Pama. Pama qui est sous blocus depuis plusieurs mois pratiquement. Quelle est la situation à ce niveau? Oui, j'allais revenir par rapport même déjà aux effets après notre conférence de presse en date du 13 mars. On va dire qu'il n'y a rien qui a changé après notre conférence de presse. Absolument rien. Au contraire, la situation s'est dégradée davantage. Puisque Pama, qui est, je le disais tantôt, le chef-lieu de la province de Kompienga, est fermé. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Et les autres voies d'accès ont été minées. Les villages, les hameaux et cultures, les habitants ont été sommés de quitter ces localités pour rejoindre soit Nadiagou, soit Kompiembiga, soit Pama. Donc ces zones-là sont à la portée des terroristes. Ils ont saccagé le réseau électrique. La communication, depuis 3 mois, c'est difficile de communiquer avec un habitant de la province de Kompienga de façon générale, sans passer par le réseau Tegocel. Bon, ils sont au nombre de combien qui peuvent avoir ce réseau Tegocel. Aujourd'hui, les populations qui ont fui les villages et hameaux de culture de la commune de Pama pour se retrouver à Pama, les terroristes ont adopté une autre stratégie qui n'est rien d'autre que d'enlever les animaux. Souvent, à quelques 250 mètres même de la ville, on enlève les animaux. On enlève les animaux, il n'y a pas de carburant pour les VDP pour intervenir. Les forces de défense et de sécurité sont là, ils n'interviennent pas. Et la population est laissée à elle-même. Aujourd'hui, quand vous voyez, dans la ville de Pama, quand vous voyez quelqu'un qui circule à moto, c'est vraiment un fait divers.
C'est très difficile, il n'y a pas de carburant, les moulins fonctionnent à peine. Il n'y a rien. L'eau, il a fallu, puisque c'est l'électricité qui permettait à l'ONEA de fournir de l'eau à la population. Ils ont saboté les poteaux électriques. Il n'y a pas l'eau. D'office, les jeunes sont obligés d'adopter d'autres méthodes de résilience, notamment en creusant les puits dans chaque secteur pour quand même permettre. Et la dernière fois, on m'a envoyé une image de 16 mètres. Il a fallu 16 mètres pour trouver de l'eau. Donc la situation ne fait que s'aggraver, ne fait que se détériorer. Et ça, ce n'est pas seulement Kapama. Vous voyez, récemment, à Kompienga ville, parce que lorsqu'on parle de Kompienga, les gens ont tendance à penser que c'est Pama, il y a aussi une commune qui porte le nom Kompienga. À Kompienga, où il y a un camp, où il y a la gendarmerie, où il y a la police, et il y a quelques jours, la population était dérangée parce qu'il y avait des coups de feu, voilà, il y avait du bruit qui a dérangé la population toute la nuit. Et le lendemain, quand les gens ont cherché à comprendre, c'était les terroristes qui étaient en train de tenter de saboter, de dynamiter le pylône principal qui permettait d'envoyer l'électricité. Je pense que ça doit être à Ouaga. Ils n'ont pas pu. Et l'information a été portée à ceux qui doivent avoir cette information. Rien n'a été fait. Quelques jours après, ils sont revenus et ils ont dynamité avec succès le pylône. Actuellement, c'est difficile d'avoir l'électricité à Kompienga, qui a un barrage hydroélectrique qui ravitaille Pama, qui ravitaille Nadiago, qui ravitaille Kompienga et qui ravitaille Ouaga. Aujourd'hui, est dans le noir. Donc, c'est le groupe électrogène relais qui permet à la population d'avoir un peu d'électricité entre 18h et 7h du matin. Est-ce que ces différentes excursions armées, notamment les cas de Bilanga, à quelques kilomètres de Fada, vous inquiètent? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tout inquiète. Tout taxe inquiète. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que du jour au lendemain, on ne viendra pas dire, bon, écoutez, vous n'êtes plus au Burkina, vous êtes dans un autre pays. Parce que tous les faits et gestes, nous avons dénoncé ça, nous avons interpellé plusieurs années avant, 2, 3, 4 ans, 3 ans avant, nous avons parlé de ça. On dit si rien n'est fait, la région de l'Est, même de façon générale, sera prise. Aujourd'hui, c'est le constat qui est là. C'est le constat qui est là. La province de Kompienga, pour venir spécifiquement dans ma province, c'est une province qui fait frontière avec le Bénin et le Togo. On sait que c'est une zone stratégique pour le pays. Outre le bureau de douane qui a déguerpi aujourd'hui, il y a la zone cinégénétique qui permet au pays quand même, à travers la faune, à travers le tourisme, le parc W Dali, la Pengari, le barrage hydroélectrique de Kompienga qui fournit de bons poissons succulents que nous consommons ici à Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est un rêve. Il est difficile aujourd'hui de faire même 50 mètres hors de Pama sans risque d'être enlevé. Madjouari, on n'en parle même pas. Ça fait une année déjà aujourd'hui que Madjouari est coupé de la province de Kompienga. On n'en parle même pas. Pour avoir paracétamol dans nos espèces, c'est un problème. C'est difficile de venir à Pama, qui est le chef-lieu de province. Peut-être à Kompienga, les gens peuvent passer par le Togo pour rentrer. Mais pendant combien de temps? Souvent, les gars font des excursions entre Sankwado pour contrôler les gens. Rien n'est fait. Nous avons des FDS en grand nombre, je peux le dire, dans la province, à Kompienga et à Pama, mais rien n'est fait. Alors, lorsque vous dites rien n'est fait, peut-être qu'on pourrait relativiser, pourquoi pas. Peut-être qu'en tant que citoyen, on a l'impression que rien n'est fait, mais des actions sont en train d'être mûries, notamment pour sécuriser ces différentes zones. Bon, les actions, on pourrait dire peut-être c'est dans le futur, mais sinon actuellement, ce que nos populations vivent, c'est ça. On a des camps qui sont, les FDS sont là, ils sécurisent très bien leur camp, mais s'il y a un problème au sein de la population, c'est difficile. Les gens, je vous dis que les gens font des excursions dans la ville de Pama. Ils viennent, ils ramassent des bétails. La dernière fois, c'est plus de 700, plus de 500 têtes d'animaux que les gens ont pris. Aujourd'hui, si on va compter là, c'est pas plus de 2000 têtes d'animaux que les gars ont pris. Les FDS sont là. Souvent, il y a des gens qui les approchent, ils leur disent. Et même si, par exemple, les FDS ne peuvent pas réagir, l'une des solutions que nos populations la proposent, c'est quoi? C'est d'armer les VDP. Les jeunes sont là, ils sont nombreux, ils sont engagés, ils ont demandé à être enrôlés, mais rien n'est fait. La dernière fois, je parlais d'un sujet relatif au VDP. Les gens disent, bon, voilà, c'est un secret, vous mettez à la vindicte les VDP. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une localité où il n'y a pas de carburant? On signale même l'apparition des terroristes dans une localité. Le gars qui va marcher au moins 500 ou 1 km pour arriver sur les lieux, il est essoufflé. Il est essoufflé, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, encore moins s'il a des munitions même. Donc actuellement, il y a une chaîne de solidarité interne qui est organisée pour peut-être permettre à ces derniers-là d'avoir des munitions et intervenir de temps à autre. Parce que
Je vous le dis, et c'est un constat qui est là, nos FDS n'interviennent pas pour le moment. Peut-être que ça va venir. Alors, merci Badjo. Bouraïma Maïga, revenons aux causes fondamentales même du terrorisme dans ces différentes localités. Si on reste dans la dynamique que ce sont des natifs, des nationaux qui attaquent le Burkina, qu'est-ce qui peut amener un Burkinabé à se retourner contre l'État? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la commune de Marcoy aussi, c'est une commune frontalière et c'est situé au niveau de la lisière Niger-Mali. Et qui connaît cette frontière-là? La zone des trois frontières, c'est un vaste désert, mais c'est surtout une zone de contrebande. Un sanctuaire. Depuis la nuit des temps, si je peux me permettre l'expression. Donc déjà, il y avait le grand banditisme dans la zone. Et ça, c'est connu de tous. Bien avant même que le phénomène terrorisme ne fasse son apparition. Et il faut rappeler aussi que le phénomène terrorisme, là, si on veut parler de façon officielle, quand on parle d'attaque terroriste au Burkina Faso, c'est justement la commune de Marcoy qui a été la première victime. En avril 2015, où on a enlevé, voilà, au niveau de la mine de Tambao, où on a enlevé un Roumain qui est technicien à la mine. Donc depuis déjà 2015, Marcoy était déjà victime d'attaque. Et même quand on parle du départ de l'administration, déjà en 2019, le poste de douane de Marcoy avait été attaqué. Ils étaient obligés de plier bagages. Mais ça veut dire que déjà, il y avait ce grand banditisme-là auquel est venu se greffer maintenant les terrorismes. Maintenant, quand on dit les natifs, il y a une certaine diversité en fonction des zones. Parce que ces derniers temps, dans la zone chez nous, on découvre aussi, en plus de ce qu'on appelle natifs là, qu'il y a quand même des gens qui sont dans la zone, des individus qui ne sont pas de la localité, qui sont, à travers leur accent, leur couleur, leur comportement là, on sent que ces gens-là, ce sont des étrangers qui sont revenus, peut-être en renfort à ceux qui existent déjà. Mais aujourd'hui, ceux qui font le blocus, on est tenté de dire réellement que ce sont des natifs de la zone, tellement qu'ils maîtrisent, voilà, la brousse, ils maîtrisent les chemins, parce qu'au même moment, et ils arrivent à dynamiter les voies, ça veut dire qu'ils arrivent à s'effrayer d'autres voies. Voilà, ils arrivent à s'effrayer d'autres voies dans la même zone. Pour ne pas être victime voilà. Et autre fait, vous imaginez des gens qui peuvent venir ramasser des centaines de têtes de bœufs dans une zone désertique, entre griffes. Parce que quand on dit le Sahel, tout le monde sait que ce n'est pas une zone boisée. Et le lendemain, 500 têtes de bœufs disparaissent comme ça dans la nature. De deux choses l'une. Soit ces gens-là connaissent tellement les voies de transhumance, donc il faut être des gens de la localité pour pouvoir disparaître aussi rapidement. Soit il y a d'autres personnes qui viennent les récupérer. Donc ce qui nous renvoie à la question des complicités. Voilà. Mais, en tout cas, pour ce qui est de la commune de Marcoy, la communication qui est faite depuis longtemps au niveau des fils de la commune, là, c'est de toujours dire aux gens, même aux leaders religieux, on leur dit toujours, même dans les prêches, dites à vos militants de se départir de ce genre d'attitude, de ce comportement, si toutefois des gens venaient à être approchés. Il y a, par exemple, à Marcoy, il y a déjà même un cadre de dialogue entre les communautés qui existent déjà. Pendant notre conférence, on a demandé à redynamiser cela. En réalité, avant, il y avait une symbiose, une collaboration franche réellement entre les FDS et les volontaires. Donc, ça faisait que les opérations, il y avait un dynamisme avant. Et c'est plus le cas? Donc, ces derniers temps, parce qu'il faut dire déjà qu'en janvier, voilà, le 11 janvier 2022 à côté, voilà, lors d'une mission de secours, par exemple, le responsable du détachement de Marcoy est tombé. Bon, il y a une mine qui a sauté avec le véhicule. Il y a eu 11 morts pendant cette attaque. Donc, pour dire que jusqu'en 11 janvier, en ce moment, quand il y a des attaques, l'armée, les volontaires, ils arrivaient à coordonner. Là où il y a des volontaires, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de villages qui avaient déjà plié bagages. Mais après ça, il y a eu un temps de flottement. Le temps peut-être que la hiérarchie fasse les changements qu'il faut. Et en tout cas, pendant ce temps de flottement, la situation s'est exacerbée. De telle sorte qu'ils ont occupé quasiment vraiment les territoires. Et aujourd'hui, progressivement, les attaques devenaient récurrentes, à telle enseigne que
chaque 2 jours à un moment donné, à partir de février à mars, mars même c'était déjà, la zone était déjà occupée. Déjà en février, chaque 2 jours, ils tournaient autour des 2 villages. Aujourd'hui, tu apprends que Dambam est attaqué, demain c'est Takabangu, après demain on dit c'est Marcoy, et ils reprennent les cycles. Et aujourd'hui, ça veut dire que toute une personne qui sort de Dambam ne rentre pas, mais au même moment, tu sors de Takabangu, tu ne rentres pas, tu sors de Marcoy, tu ne rentres pas. Donc on est appelé à dire, à la conclusion qu'ils sont autour de tous les villages. Du coup, ça pose quel problème? On ne peut pas sortir des villages, ça c'est un. Donc les autres villages, on ne peut pas communiquer entre les villages. Et il faut connaître aussi la culture de la zone. Ce sont des agriculteurs. Chez la zone de Marcoy, ce sont des agriculteurs. Et déjà, les gens n'ont pas eu le temps de suffisamment cultiver l'année passée parce qu'à certaines distances, déjà, on empêchait les gens de cultiver. Et le peu qu'ils ont eu, qu'ils ont mis dans les greniers autour des villages, tout récemment, ils sont venus, ils ont enlevé le peu qu'ils peuvent emmener avec eux. Ils ont brûlé les greniers pour que les gens ne puissent plus avoir des vivres. Sinon, les bétails et chez eux, on peut toujours en avoir. Chez nous, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et quand on lance le cri de cœur pour dire qu'il y a une crise humanitaire sans précédent qui est en train de se profiler à l'horizon, des gens qui, leur subsistance là, principale, c'est les greniers, ils ont brûlé. Les animaux que d'habitude là, ils utilisent en renfort en période de soudure, on a tout emporté. Il y a des jeunes qui partaient de temps en temps au niveau des sites artisanaux d'orpaillage pour avoir d'autres ressources. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus ressortir. Donc, ils sont quasiment cantonnés dans une zone où ils n'ont aucun moyen de subsistance. Et pour l'instant, le blocus demeure. D'abord, dans l'immédiat, il faudrait vraiment une opération d'abord pour quand même dégager voilà, les voies pour permettre que les populations puissent se ravitailler dans la mesure du possible. Mais ça, c'est dans l'immédiat. Mais à court terme déjà, il faut commencer à trouver une solution pour la crise humanitaire. Sinon, terrorisme ou pas, c'est la même mort. Voilà. Alors, vous parlez de trouver des voies et moyens pour pouvoir permettre aux populations d'aller se ravitailler. Cela nous amène à cette mesure prise par le chef de l'État le 1er avril dernier dans son message où il appelait les différentes populations qui sont dans des zones de conflit de libérer ces zones. Alors, la parole, elle est à Abdoulaye Boina. Est-ce que du côté de Kelbo, cela est envisageable? Alors, je voudrais d'abord réagir par rapport à la situation sécuritaire actuelle. Parce que la commune de maintenant, au niveau de la commune de Kelbo. Au niveau de la commune de Kelbo. Et en fait, nous parlons de faim parce que c'est ça qui est en train de tuer maintenant. Et sinon, la situation sécuritaire est indescriptible. Parce que contrairement à d'autres communes, Kelbo, c'est vraiment la commune-ville de Kelbo là, qui existe encore. Sinon, tous les villages autour ont déguerpi. Donc, c'est la commune là qui existe, défendue par les VDP. Il y a un détachement militaire, il y a une gendarmerie. Mais il se trouve que depuis plus de 5 mois maintenant, sinon plus, les VDP sont cantonnés à l'intérieur. C'est-à-dire, ils avaient au début là, ils faisaient des patrouilles pour essayer d'éloigner les terroristes là le plus loin possible. Mais maintenant, ils sont cantonnés. Si bien que tous les jours que Dieu fait, ils sont harcelés dans les quartiers. Ils viennent, quand ils trouvent une cour, soit ils mettent le feu, ou bien, parce qu'il n'y a plus de bétail. Dans la commune, il n'y a plus de bétail. Et le dénuement de ces VDP là, il faut le souligner, ils n'ont pas suffisamment d'armes, encore moins de munitions. Même là-bas, ils sont environ 600 à avoir accepté donc s'enrôler comme VDP. Et sur les 600 là, bon, je ne voudrais pas donner des chiffres pour ne pas écorcher un peu les mesures sécuritaires, mais il n'y a pas suffisamment d'armes ni suffisamment de munitions pour faire face donc, à la situation. Voilà, ça c'est au niveau vraiment pour la défense même de la commune. Maintenant, la mesure qui dit d'éloigner les populations des zones de combat, personnellement, je ne la comprends pas. Je ne sais pas de quelle population il s'agit. Bon, si c'est une population comme Kelbo, c'est difficile. Quand ils sont venus même, pour nous porter de vive voix donc la crise qui est là-bas, ils ont dit
Et si on ne va pas pouvoir nous ravitailler, si on ne va pas pouvoir ouvrir la voie, qu'on vienne sécuriser, tout le monde va quitter. Ça, c'était le cri même de la population. Et nous, qui sommes à Ouaga ici, si un matin, nous ne souhaitons pas vider la commune, mais si tous les habitants de la commune peuvent se retrouver à Kaya ou à Ouaga, nous, on est soulagés. Parce qu'on va vivre maintenant la même situation que tout le monde. Vous voulez donc dire que pour ceux qui sont restés sur place, il est impossible pour eux de quitter? Il est impossible pour eux de quitter. Ce sont les femmes que les Ani n'attaquent pas. C'est les femmes et les enfants qui quittent tous les jours. Au début, je vous ai dit que chaque jour que Dieu fait, il y a au moins une cinquantaine de femmes qui quittent la localité et par divers sentiers pour rejoindre les villes. Et là également, ça pose un gros problème. Non seulement elles peuvent rencontrer, et elles rencontrent des situations difficiles sur le terrain, vous avez certainement entendu, et voilà, ce qu'elles subissent donc sur la route. Mais... Les témoignages des femmes qui sont fréquemment bastonnées. Exactement. Et dépouillées, et ainsi de suite. Mais ça pose comme situation, vers la fin, qu'est-ce que les hommes et les vieux qui sont dans le village vont devenir? Puisque quand un homme au-delà de 15 ans quitte, tu ne fais pas 2 kilomètres avant de rencontrer la mort. Donc on ne peut pas non plus dire les femmes, il ne faut pas quitter. Donc ce sont les vieux qui vont rester et qui risquent de mourir de faim finalement. Ce qu'on ne souhaite absolument pas. Alors, Bassirou Badjo, est-ce que, toujours concernant cette mesure, comment est-ce qu'elle peut être mise en œuvre selon vous? Peut-être dans d'autres localités, sinon dans la province de Kompienga, je me demande bien c'est quelle zone de combat où on demande les gens de quitter. D'autant plus que je vous disais tantôt, tous les villages environnants de la commune de Pama ont été sommés de déguerpis. Et ça même, vous n'avez pas le choix. Par exemple, lors même du déguerpissement, si vous revenez pour chercher le reste de vos bagages, vous êtes soit enlevé, soit exécuté. Il y a plus de 50 de nos frères qui sont entre les mains des terroristes dans ces conditions. Il y a d'autres qui ont été tout simplement abattus. C'est au bord de la voie qu'on a vu leur corps. Donc, par exemple, dans la zone de Kompienga, vous dites aux gens de quitter. Je ne sais pas vraiment c'est quelle zone. Toutes les zones sont actuellement sous occupation des Ani. Je ne pense pas qu'il y ait une seule zone aux encablures de Pama là, où ce n'est pas ces hommes armés là qui y sont. Voilà. Actuellement, les zones où on peut trouver les habitants, ça se compte. Kompienga, dans la commune de Kompienga, et puis dans la commune de Pama, pardon, et Pama ville. À part ces zones, c'est Nadiagou, qui est une partie aussi de la commune de Pama, et Mayouari, qui est coupée de la province depuis une année actuellement. Les populations n'ont pas cultivé. La commune a 8 communes, à 8 villages, mais tous les autres villages ont été sommés de quitter ces localités. D'autres sont morts en voulant rejoindre Nadiagou sur la route parce qu'il n'y a pas soit l'eau, parce qu'il n'y a pas la nourriture. Donc actuellement, c'est le village de Tambarga et de Mayouari qui existe dans la commune de Mayouari. Et au niveau de Pama, c'est Kompienga et Pama et Nadiagou. Nadiagou, c'est le nid des terroristes. Là-bas, ils circulent à temps plein sans être inquiétés parce que la douane a quitté les lieux, la gendarmerie qui était là a quitté les lieux, la police a quitté les lieux. Ils sont là. À Koualou, qui est la zone litigieuse avec le Bénin, on n'en parle pas. Donc, dans la province de Kompienga, je suis en train de réfléchir encore. Je ne vois pas. Dans cette zone, pour ne pas vous couper, il y a récemment un communiqué des FDS qui disait avoir sécurisé cette zone, si je ne m'abuse. La zone de Nadiagou. Non, écoutez, Nadiagou actuellement, et je défie quiconque, actuellement Nadiagou est sous occupation, je vais dire peut-être à 200% des terroristes. Et la seule intervention dont on a eu vent et que ça donnait peut-être un ouf de soulagement, bon, les sources que nous avons appelées là-bas, c'était pour l'enlèvement du coffre-fort de la douane. Pour aller après ça est là. Aujourd'hui, c'est difficile. La preuve en est qu'ils sont sur l'axe Pama-Nadiagou et personne ne peut rentrer à Nadiagou. À la limite, quelques commerçants qui s'entêtent toujours quittent Kompienga pour venir à Nadiagou. Mais quand ils reviennent, chaque fois, ils disent que les gars sont là en train de patrouiller. C'est là-bas récemment, ils sont allés incendier et saccager une église catholique. Donc,
c'est difficile de se communiquer, peut-être, je ne sais pas, c'est dans quel contexte. Mais pour ces personnes justement qui arrivent à accéder à ces zones dites sous emprise terroriste, est-ce qu'on peut sous-entendre qu'il y a peut-être des accords entre elles? Bon, c'est comme M. Boyena venait de le dire. C'est-à-dire, dans certaines localités, les terroristes là ont leur cible. Par exemple, je vais toujours revenir sur la commune de Pama. Pour Pama, par exemple, lorsque vous rentrez dans la ville de Pama, vous êtes une personne, soit à enlever, soit à abattre. Mais par contre, eux-mêmes, quand ils viennent pour déguerpir les populations, ils disent aux populations, vous partez à Nadiagou, mais vous ne partez pas à Pama. C'est eux-mêmes qui orientent la destination de ces personnes. Donc bon, dans ces conditions-là, si des gens viennent à Nadiagou, bon, peut-être qu'ils pensent qu'ils ne sont pas inquiétés dans ce sens. Donc bon, je ne vais pas parler d'accord, mais les gens se cherchent. Les gens se cherchent. Par exemple, si à Pama, on ne peut pas sortir, et même pour avoir, actuellement, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de savon, il n'y a pas l'huile comme ça à Pama, les commerçants attendent une escorte. Peut-être que c'est des trucs qu'ils sont en train de se préparer pour le faire. Pour faire un convoi et envoyer les vivres là où peut-être les denrées, voilà, au profit des populations. Mais au niveau de Nadiagou, ce n'est pas aussi serré comme le cas de Pama. Donc les gens rentrent, ils sortent, bon, sans souvent être inquiétés. Qu'en est-il de Marcoy, justement? Bon, Est-ce les mêmes réalités? pour moi, cette communication, ça va en droite ligne même avec les actions de nos FDS. Ça veut dire que nous sommes toujours dans la logique de la réaction, pas de l'action. Ça veut dire que les terroristes viennent dire aux populations déguerpissez. L'autorité aussi vient dire à la population déguerpissez. Finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. Sauf que déjà, ceux qui peuvent déjà partir là sont déjà partis. Hein. En réalité, aujourd'hui, les villages qui peuvent partir là sont déjà partis. Les villages qui sont là, c'est les villages même qui ne peuvent plus bouger. C'est vrai qu'on parle des 3 communes. Mais même à Djibo, on a entendu les gens dire à un moment donné de venir les escorter pour qu'ils quittent la ville. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre ce que vous dites sous un autre angle? Est-ce que les villages qui sont restés n'ont pas développé des liens avec ces hommes qui nous attaquent et qui pourraient peut-être, on peut peut-être l'observer sous le déguisement de la complicité, pourquoi pas? Bon, je ne sais pas je ne sais pas pour les autres communes, mais par exemple, quand je prends la commune de Marcoy, ça veut dire que pour déjà même développer des accords ou des complicités avec des gens, il faudrait d'abord que le contact, vous puissiez nier des contacts avec ces gens. Mais il est impossible pour vous-même de sortir. Vous allez les croiser où? Pour pouvoir même discuter avec eux. Mais n'oubliez pas l'option des nationaux qui nous attaquent. Oui, mais puisque lorsque le village il y a un blocus autour de ton village et que aucune nourriture ne peut rentrer et que personne ne peut sortir, quel type d'accord on signe pour mourir? Parce que ça, c'est une mort programmée. Voilà. Et d'ailleurs, même ceux qui ont signé des accords officiels dans ce pays, qui l'ont dit sur des plateaux, est-ce que ces villes existent? Est-ce que ça existe? On en a vu ici. Le maire de Tuy, pour ne pas le citer, l'a dit sur tous les plateaux, ils avaient signé des accords. Mais aujourd'hui, est-ce que la ville de Tuy existe? C'est pour dire clairement que ces actions isolées même, de signer des accords entre communes, aujourd'hui, c'est un leurre. C'est un leurre. Sinon, tout le monde sait que ça ne va pas prospérer. Vous faites justement cas d'une des mesures, la toute première d'ailleurs, des 5 mesures annoncées par le président Damiba, qui appelle à la mise en place de comités locaux pour dialoguer avec ces groupes armés. Donc, à vous entendre, c'est déjà voué à l'échec. Non, puisque d'abord, il faut identifier. Quand on dit on veut négocier avec les groupes armés, c'est quel groupe armé? Si c'est par exemple ces petits délinquants qui tournent autour des villages, on négocie, ils ont quel pouvoir, ils ont quelle force? Par exemple, vous croisez un groupuscule qui prend en otage un village. Vous y rendez compte à qui? Ça veut dire que l'accord, là, vous signez l'accord avec qui? Même dans les réseaux, dans les zones où on parle du grand terrorisme international officiel connu. Avec des groupes. Sans doute que les chefs sont identifiés, sans doute. Ah bon? Donc c'est l'autorité qui connaît avec qui il va négocier. Il ne faudrait pas dire aux populations de négocier. Parce que ça a montré ses limites. Même les autorités locales ont négocié, on a vu les limites. Peut-être que si l'autorité centrale a une voix, parce que ce qu'il faut dire aussi, nous on est à Ouagadougou ici, on peut taiser sur tout, voilà les théories, mais quand les gens de ces zones-là, ils veulent juste la paix. Ils veulent juste pouvoir aller librement dans leur site d'or, aller dans leur champ. D'ailleurs, ils n'attendent même rien d'autre même de l'État que ça.
qu'il les sécurise, un point c'est tout. Peu importe comment. Mais nous, on peut s'asseoir ici en ville avec notre petit confort là. On peut développer les thèses que nous voulons sur la question. Mais encore que, ils n'ont pas... il y a la preuve quand même que l'autorité centrale, si l'autorité centrale veut négocier, elle peut, puisqu'elle l'a fait pendant les élections. Alors, M. Boina, est-ce que vous êtes du même avis que ces négociations pourraient échouer? Oui, je pense que d'abord que ceux qui nous attaquent sont des Burkinabés, pour la plupart, même si, comme le disait Maïga, il y a certainement des chefs qui viennent d'ailleurs, mais le gros des troupes là, c'est des Burkinabés. Mais s'ils sont des Burkinabés, peut-être qu'ils sont identifiés. Et certains peuvent être connus. Récemment, vous avez appris qu'il y a eu une opération au cours de laquelle le chef terroriste de Kelbo a été abattu. Mais les groupes sont toujours là et les groupes continuent de faire les exactions. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est que si c'est des Burkinabés, si les autorités passent par des canaux bien précis, des religieux, des chefs coutumiers, pour lancer un appel à ceux qui peuvent encore revenir sur le bon chemin de revenir, si c'est le cas, bon, si ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Donc pour vous, c'est une piste à ne pas négliger. À ne pas négliger. Si on peut lancer un appel, c'est toujours bon. Comme on dit, toute hier finit autour de la table. S'il y a des éléments parmi ces hommes armés-là qui aussi sentent que le chemin est sans issue et qui peuvent revenir, c'est une bonne chose. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut, avant ça, et comme le disait Maïga, il faut d'abord montrer qu'on est dans l'action, on est dans l'offensive, on n'est pas dans la réaction. Parce que force de négocier. Voilà, c'est parce que si au jour d'aujourd'hui, on peut bloquer toute une commune, toute une province, ces hommes armés-là qui circulent en haillons là, peuvent bloquer toute une région et l'armée est à l'intérieur et ça fait des semaines et des mois sans aucune réaction. Bon, quand vous lancez, je pense, l'idée de négociation, ces gens-là vont se dire, mais il faut quitter. Parce que nous, on commande sur le terrain. Moi, je pense qu'il faut d'abord pousser l'offensive, réduire au maximum ces éléments-là. Et après, maintenant, on peut dire, ceux qui veulent revenir dans la République peuvent revenir et on va les accepter. Sinon, c'est compliqué. Oui, Boulaïma. En fait, justement, parce que quand on dit négocier, peut-être qu'il faut aussi définir, on n'a pas le contenu. Qu'est-ce qu'ils mettent dans négocier? Par exemple, l'explication que lui donne, par exemple, revenir sur le droit chemin, pour moi, ça, ce n'est pas une négociation proprement dit. Voilà, la négociation suppose qu'il y a des revendications, que les autres l'avons posées sur la table, et que voilà ce qu'on est prêt à céder, et voilà ce qu'on n'est pas prêt à céder, et les deux camps signent un accord sur ça. Maintenant, si c'est des fils de la localité, qu'on pense que, bon, à un moment donné, ils se sont égarés, et qu'on leur demande de revenir sur le droit chemin, bon, pour moi, on n'est pas encore au stade de la négociation. Peut-être c'est une autre stratégie et qu'il faut revoir la communication dans ce sens. Mais toujours est-il que s'il y a lieu même de négocier, si aujourd'hui dans ces communes qui sont occupées, si on leur demande de négocier, c'est comme si on leur demande de se résigner. Voilà. Parce que toutes les guerres, même quand on dit toutes les guerres finissent par la table, par une négociation, on connaît les contrats, comment ça se signe. C'est les vainqueurs qui se taillent toujours la part du gâteau. La preuve, aujourd'hui à l'ONU, on a le droit de veto après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi l'Allemagne n'a pas de droit de veto? C'est aussi simple que ça. Si vous êtes en position de faiblesse et que vous partez négocier, mais vous allez céder quoi? Parce qu'encore faut-il qu'on sache qu'est-ce qu'il revendique au juste. C'est le plus important. Quand on va négocier avec quelqu'un, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce que la personne veut. Tout à fait. Il y a beaucoup de mystères qui entourent ce volet-ci. Voilà. Alors, Badjo. Oui, je pense que je partage le même point de vue que mes prédécesseurs. Actuellement, négocier, c'est vraiment une erreur. Voilà, c'est une faiblesse, c'est une erreur fatale qu'il ne faut même pas commettre. Pourquoi je le dis? C'est clair, le constat est là. Nous sommes en position de faiblesse. Il a été démontré que l'action militaire n'est pas la seule pour résoudre le problème. Oui, mais il faut réagir d'abord. Pour être une alternative. Oui, c'est une alternative, mais elle doit venir après une action. Puisque actuellement, dans nos localités, chaque fois
il faut d'abord une action de ces derniers avant qu'on aille faire le constat. Et à se demander d'abord même si nous avons les moyens et les forces même de répliquer à ces annexions-là que ces gars-là sont en train de faire. Donc, ici, là, la seule négociation qui pourrait venir, c'est peut-être lorsque l'ennemi sera en position de faiblesse, lorsque ces gars même vont aller dans leur retranchement. Mais actuellement, ils sont là, ils contrôlent. Ils viennent même à proximité même de ceux-là même qui sont détenteurs de la force. Et on va négocier dans ce genre de conditions comment? La négociation là sera comment? Que les FDS qui sont là, les rares FDS qui sont là, de quitter les localités? Qu'on mette le drapeau noir estampillé de culture blanche là dans nos localités, c'est ça la négociation. Donc je pense que ici là, ils ont demandé déjà aux fils de la localité qui se sont enrôlés d'une manière à une autre dans ces groupes armés là, de revenir à la raison. Je pense que ça c'est déjà une démarche. Et pour moi ça devait être suivi même d'un ultimatum, d'un délai. Passer ce délai là, qu'on passe à l'assaut, ils savent où ils sont. Et ce sont je vous assure que ce sont des peureux, ils veulent vivre, ce ne sont pas des djihadistes. Parce qu'il suffit d'une petite riposte seulement et ils partent. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Pama où on a vu sur les réseaux sociaux, on a dit que les FDS ont abattu trois terroristes. C'est faux. C'est faux. Les gars sont venus encore pour leur habitude ramasser ou emporter le bétail. Les enfants ont commencé à fuir, ils ont fait un signal, les animaux sont en train de les suivre. Et il y avait un policier, pour le nommer, qui était au niveau du serment, qui a fait des tirs de sommation. Et ils ont fui. Vous imaginez si nos gars devaient être là pour les poursuivre, là, ce que ça allait donner. Ce sont des peureux. Ils veulent vivre, ils veulent également vivre. Ce ne sont pas des djihadistes. Donc pour moi, il faut aller à l'offensive. Il faut attaquer. Il ne faut pas attendre que ces gars-là viennent nous attaquer pour que voilà, nous produisons des communiqués ou bien pour que nous réagissions après. Il faut les attaquer. Ils savent où ils sont. Allez-y les attaquer. Lorsqu'ils seront en position de faiblesse, ils vont négocier. Donc pour vous, aller à l'offensive, ce n'est pas une question de renseignement qui manque. Non. Si par exemple, moi, qui suis un citoyen lambda, avec peut-être mes rares moyens de communication, j'arrive à avoir ces informations sur le terrain, qu'en est-il des forces de défense et de sécurité qui sont formées dans ce sens? Ils sont bel et bien au courant. La preuve en est que l'actuel premier responsable du pays est descendu, il a fait une visite sur le terrain là-bas pour galvaniser la troupe. Ils sont très bien au courant de ce qui se passe. Voilà, ils ont des relais au sein de la population qui collaborent, qui leur donnent des informations. Ils sont très très bien au courant. Moi je me dis que c'est peut-être le mot comme ça, c'est un manque de volonté. C'est ça. Alors nous espérons vraiment que cela ne soit pas le cas et nous sommes sûrs que nos forces de défense et de sécurité sont déterminées à lutter contre ce mal. Alors nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Abdoulaye Bouena, qu'est-ce que vous attendez des autorités? Merci madame. Ce que nous attendons en tout cas au jour d'aujourd'hui des autorités là, c'est des actions fortes pour ouvrir la voie Barsalro-Kelbo. Les femmes qui quittent Kelbo tous les jours pour aller à Barsalro rencontrent les groupes de Ani. Ces gens-là, comme disait M. Badio, ne peuvent pas résister. Même pas à des VDP bien armés, ils ne peuvent pas résister, n'en parlant pas des forces de l'ordre. Donc, je pense qu'il faut mettre de la volonté pour ouvrir cette voie-là. Si vous ouvrez cette voie-là et vous armez les VDP, eux-mêmes vont tenir la voie et la ville pourra être ravitaillée à tout moment. Ça, c'est vraiment, c'est vital. Si ça, ce n'est pas fait, et qu'on doit compter sur les hélicoptères pour continuer à ravitailler, beaucoup de gens vont mourir. On avait dit aussi également que si il est impossible d'ouvrir la voie maintenant, il faut aller avec au moins des cargos pour larguer les vivres. Parce que quand l'hélicoptère part, c'est avec 5 tonnes, 10 tonnes, non, même pas. Donc ça ne peut pas. Le vendredi passé, je pense que c'était avant-hier, on nous avait dit que oui, l'hélicoptère allait encore repartir. Il y a eu une Namsigma, on a dit non, il faut que l'hélicoptère aille là-bas. Donc vous voyez que c'est aléatoire. Si on ne prend pas des décisions fortes pour ouvrir cette voie-là, ça va être compliqué. L'irréparable va se produire. Merci. Nous vous écoutons, Bouraï Mamaï. D'accord. Chez nous, comme on l'avait dit au niveau de la conférence, là, ça veut dire que dans l'immédiat, en tout cas, il faut qu'une action militaire soit faite sur le terrain pour déjà dégager vraiment les voies et les alentours déjà. Ça, c'est un premier élément. Mais aussi permettre à ceux qui ont un peu de ressources là
financière, je vais dire, là, de pouvoir aller là où il y a des vivres pour d'abord s'en procurer. Ça, c'est dans un premier temps. Mais deuxièmement, c'est vrai qu'on parle de larguer des vivres. Mais il faut vraiment que nous lançons le cri de cœur d'abord à l'endroit de la force publique, parce que la crise humanitaire, elle est là, elle est imminente, que déjà, dans toutes les politiques publiques, les programmes qu'ils vont élaborer là, qu'ils mettent cet aspect-là dans leurs prévisions. Dans la commune de Marcoy, la crise humanitaire là, est inévitable, parce que toutes les conditions sont déjà réunies pour ça. Et il n'y a rien à faire, ça va arriver. Donc, que les gens tiennent compte de ça. Mais nous lançons aussi le cri de cœur à l'endroit des amis de la commune, que ce soit au plan national ou international, qui peuvent aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, nous avons mis une chaîne de solidarité en place avec des numéros, tout, en nature et en espèces, tout ce qu'on peut donner comme aide là. Voilà, nous sommes ici en train de nous organiser, le temps qu'on voit quand même que les voies soient dégagées, pour qu'en tout cas, ces dons collectés là, voilà, pouvoir faire acheminer ça. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Le côté humanitaire là, on est en phase d'être dans une situation où on risque même d'oublier les côtés fusil. Parce que la mort là, c'est la mort que tu tues avec fusil. D'ailleurs, pour moi, le déshonneur est plus grand quand on meurt de faim. Plus que même quand on meurt d'un coup de fusil. Parce que la douleur n'est pas la même. C'est inhumain quand on voit quelqu'un. On a vu les images des différentes années de famine. Donc, franchement, nous lançons ce cri de cœur à l'endroit de tout le monde. Et on espère réellement que les âmes sensibles seront touchées par ce cri de cœur. Alors, Bassirou Badjo. Oui, à notre niveau, nous voulons vraiment que voilà, cette devise que le président du FASO voilà, cite à chaque fin de son discours, la patrie ou la mort, nous vaincrons, soit vraiment une réalité. Voilà, que, en tout cas, cette devise soit une réalité. Aujourd'hui, nos populations sont coupées du reste du monde avec toutes les autres conséquences qui viennent se greffer. Et les populations avec qui nous échangeons demandent vraiment une action de ceux qui sont censés nous protéger. Au moins, les rares patrouilles là, il ne faut pas se cantonner dans la ville. Il faut faire les patrouilles. Et voilà, quelques encablures du village, là, ça dissuade et ça va même les repousser en attendant une intervention voilà, aussi grandiose voilà, pour finir avec la chose. Mais si on reste dans le camp, voilà, à sécuriser le camp, alors que les populations pour lesquelles même nous sommes là sont en train de mourir un à un, bon, vraiment ça ne va pas. Donc on demande vraiment de l'action dans les jours à venir de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons nos jeunes qui sont déterminés. Chaque jour, ils nous appellent, chaque jour, ils nous lancent ces cris de cœur. Ils sont déterminés. Ils ont besoin du matériel pour défendre ne serait-ce que leur population. Aujourd'hui, bientôt, la zone de Kompienga, c'est une zone qui est beaucoup arrosée en termes de pluviométrie. Donc, très bientôt, les populations vont... Bon, très bientôt, il y aura la pluie. Et voilà, la saison pluvieuse va s'installer. Normalement, c'est la période où les uns et les autres vont repartir à l'activité principale qui est l'agriculture et l'élevage. Mais tel que les choses se profilent à l'horizon, ça sera à l'instar de Majori qui a fait presque une année sans cultiver. Donc, nous voulons quand même que nos populations-là repartent au champ. Donc, armer les VDP, ils sont nombreux, je vous assure, ils sont nombreux, ils n'attendent que cette intervention. Sinon, on ne peut pas avoir quand même une chaîne de solidarité pour acheter des munitions, pour acheter voilà, ce matériel-là que nos autorités qui ont légalisé la loi sur les VDP là, pour quand même voilà, permettre une autodéfense dans ce sens-là. Donc, c'est ce que nous demandons. Merci, voilà, à nos populations. Ok. On espère donc que vos différents cris de cœur ont été entendus par les personnes habilitées à agir et à y apporter des réponses diligentes. Merci à tous, chers invités. Je rappelle que je recevais Abdoulaye Boina. Vous êtes le secrétaire général de l'association des ressortissants de Kelbo dans le Soum. Merci également à Bassirou Badjo, porte-parole des ressortissants de la province de Kompienga. Et également merci à Bouraïma Maïga, porte-parole de la coalition des ressortissants de Marcoy dans l'Oudalan. Nous sommes donc à la fin de cette première partie de votre émission 100% Info. Je vous propose de suivre à présent le Ils ont dit. C'est la peine plafonnée, donc elle est excessive de mon point de vue. Si vous remarquez, en étant accusé présent, il a pris la même peine que ceux qui étaient absents.
Bon, j'ai trouvé cela, sans rentrer dans le détail, pas tout à fait juste, parce qu'il est venu quand même apporter sa contribution en s'expliquant devant le peuple. Nous avons connu beaucoup de vérités, beaucoup de choses étaient dites. Bon, là, on a pu vérifier certaines choses et tout. Et ce qui est sûr, en tout cas, ce que je peux dire, tout ce qu'on disait, moi, l'opinion, je pense que les Burkinabés et l'opinion publique sait maintenant qui est le président Thomas Sankara, qui est l'individu, qui est l'homme politique, qu'est-ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. De ce côté, en tout cas, je suis soulagé parce qu'on sait qui il est. Nous avons porté ce drame-là pendant 35 ans. Aujourd'hui, la justice vient de donner l'acte de naissance macabre de ce qui a été commis le 15 octobre. On n'assassine pas un rêve. Donc le rêve burkinabé est de mise, l'espoir est de mise. Nous comptons sur les générations futures pour faire de nos rêves des réalités. C'est une victoire pour l'ensemble de notre peuple. Cela devrait, je pense, apaiser nombre de cœurs. Cela devrait pouvoir permettre à d'aucuns de faire leur deuil. Et l'un dans l'autre, je pense que c'est véritablement un grand soulagement. Il y a des primes d'opération pour ceux qui vont sur le terrain. Pour les soldats du rang, les primes c'est 3 000 francs par jour. Et pour les sous-officiers, 4 000 francs par jour. Et pour les officiers, 5 000 francs par jour. Alors je précise également pour ce qui concerne les ayants droit, donc c'est 10 millions aux ayants droit. Maintenant, il faut dire que quand un soldat tombe, il est aussi donc automatiquement promu au grade supérieur. Et son salaire est payé donc pendant 5 ans. Donc 2 ans, pendant 2 ans, donc sa famille bénéficie du salaire plein. Et pendant 3 ans, c'est la moitié du salaire. Pour ce qui concerne la CEDEAO, le gouvernement tient donc à rassurer l'ensemble de la population burkinabé. Notre gouvernement est dans une bonne prédisposition, les discussions se poursuivent, les concertations se poursuivent afin justement d'harmoniser les points de vue et nous voyons que l'institution CEDEAO est dans une bonne disposition. En tout cas, le gouvernement a déjà demandé un soutien sur les questions humanitaires et militaires de la part de l'institution. Et nous attendons justement à ce que cette CEDEAO des peuples puisse se pencher sur cette doléance-là et nous apporter son soutien.